Le jardin merveilleux dans lequel Alice venait de pénétrer était le royaume des cartes à jouer, sur lequel régnait la tyrannique reine de cœur. Cette dernière ordonna qu'on se mette à jouer au croquet. Alice n'avait jamais vu un terrain de croquet aussi bizarre. Il était tout en creux et en bosse. Les boules étaient des hérissons vivants, les maillets des flamants vivants, et les soldats devaient se courber en deux, pieds et mains placés sur le sol pour former les arceaux. Dès le début, Alice trouva que le plus difficile était de se servir de son flamand. Elle arrivait sans trop de mal à le tenir à plein corps sous son bras, les pattes pendantes, mais généralement, au moment précis où, après lui avoir mis le coup bien droit, elle s'apprêtait à cogner sur le hérisson avec sa tête, le flamand ne manquait pas de se retourner et de la regarder bien en face d'un air si intrigué qu'elle ne pouvait s'empêcher de rire. D'autre part, quand elle lui avait fait baisser la tête et s'apprêtait à recommencer, elle trouvait on ne peut plus exaspérant de s'apercevoir que le hérisson s'était déroulé et s'éloignait lentement. De plus, il y avait presque toujours un creux ou une bosse à l'endroit où elle se proposait d'envoyer le hérisson. Et comme, en outre, les soldats courbés en deux n'arrêtaient pas de se redresser pour s'en aller vers d'autres parties du terrain, Alice en vint bientôt à conclure que c'était vraiment un jeu très difficile. Les joueurs jouaient tous en même temps sans attendre leur tour, ils se disputaient sans arrêt et s'arrachaient les hérissons. Au bout d'un instant, la reine, entrant dans une furieuse colère, parcourut le terrain en tapant du pied et en criant « Qu'on lui coupe la tête! Qu'on lui coupe la tête !» à peu près une fois par minute. Alice commençait à se sentir très inquiète. À vrai dire, elle ne s'était pas encore disputée avec la reine, mais elle savait que cela pouvait arriver d'un moment à l'autre. Et dans ce cas, qu'est-ce que je deviendrais? Ils sont terribles avec leur manie de couper la tête aux gens. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y a encore des survivants. Elle était en train de regarder autour d'elle pour voir s'il y avait moyen de s'échapper, en se demandant si elle pourrait s'éloigner sans qu'on s'en aperçût, lorsqu'elle remarqua une curieuse apparition dans l'air. Elle fut tout d'abord intriguée, car elle n'arrivait pas à distinguer ce que c'était. Mais après avoir regardé attentivement pendant 1 ou 2 minutes, elle comprit que c'était un sourire, et elle pensa « C'est le chat du comté de Chester. Je vais enfin pouvoir parler à quelqu'un. » « Comment vas-tu » dit le chat dès qu'il eut assez de bouche pour parler. Alice attendit l'apparition de ses yeux pour le saluer d'un signe de tête. « Il est inutile de lui parler avant que ses oreilles ne se montrent, du moins une des deux. » Au bout d'1 minute, toute la tête était visible. Alice posa alors son flamand et se mit à raconter la partie de croquet, toute heureuse d'avoir quelqu'un qui voulut bien l'écouter. Le chat jugea sans doute qu'on voyait une partie suffisante de sa personne et n'en apparut pas davantage. « Je trouve qu'il ne joue pas du tout honnêtement. Et il se dispute d'une façon si épouvantable qu'on ne peut pas s'entendre parler. Et on dirait qu'il n'y a aucune règle du jeu. En tout cas, s'il y en a, personne ne les suit. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien c'est déconcertant d'avoir affaire à des êtres vivants. Par exemple, l'arceau sous lequel doit passer ma boule est en train de se promener à l'autre bout du terrain. Et je suis sûre que j'aurais croqué le hérisson de la reine il y a un instant. Mais il s'est enfui en voyant arriver le mien. Que penses-tu de la reine » Elle ne me plaît pas du tout. Elle est tellement... Juste à ce moment, elle s'aperçut que la reine était tout près derrière eux, en train d'écouter. C'est pourquoi elle continua ainsi. Sûre de gagner que c'est presque inutile de finir la partie. La reine passa son chemin en souriant. « À qui diable parles-tu » demanda le roi en s'approchant d'Alice et en regardant la tête du chat avec beaucoup de curiosité. C'est un de mes amis, un chat du comté de Chester. Permettez-moi de vous le présenter. Je n'aime pas du tout sa mine. Néanmoins, je l'autorise à me baiser la main s'il le désire. J'aime mieux pas. Ne faites pas l'impertinent et ne me regardez pas comme ça. Un chat peut bien regarder un roi. J'ai lu ça dans un livre. Je ne me rappelle plus où. C'est possible, mais il faut le faire disparaître. Puis il cria à la reine qui se trouvait à passer à ce moment. « Ma chère amie, je voudrais que vous fassiez disparaître ce chat. » La reine ne connaissait qu'une seule façon de résoudre toutes les difficultés. « Qu'on lui coupe la tête !» Cria-t-elle sans même se retourner. « Je vais aller chercher le bourreau moi-même. » Et il s'éloigna en toute hâte. Alice pensa qu'elle ferait tout aussi bien de rejoindre les joueurs pour voir où en était la partie, car elle entendait dans le lointain la voix de la reine qui hurlait de colère. Elle l'avait déjà entendu condamner 3 des joueurs à avoir la tête coupée parce qu'ils avaient laissé passer leur tour. Et cela ne lui plaisait pas beaucoup, car la partie était tellement embrouillée qu'elle ne savait jamais si c'était son tour ou non. En conséquence, elle se mit à la recherche de son hérisson. Celui-ci livrait bataille à un autre hérisson, et Alice vit là une excellente occasion de croquer l'un et l'autre. Le seul ennui était que son flamand se trouvait à l'autre extrémité du jardin, où elle pouvait le voir qui essayait vainement de s'envoler pour se percher sur un arbre. Avant qu'elle n'eût attrapé et ramené le flamand,
La bataille était terminée et les 2 hérissons avaient disparu. Mais ça n'a pas une grande importance, puisqu'il ne reste plus un seul arceau de ce côté-ci du terrain. Elle fourra le flamand sous son bras pour l'empêcher de s'échapper de nouveau, puis revint vers son ami pour continuer la conversation. Quand elle arriva à l'endroit où se trouvait le chat du comté de Chester, elle fut fort étonnée de voir qu'une foule nombreuse l'entourait. Le bourreau, le roi et la reine se disputaient en parlant tout à la fois, tandis que le reste de l'assistance se taisait d'un air extrêmement gêné. Dès qu'Alice apparut, les 3 personnages firent appel à elle pour régler le différend. Chacun lui exposa ses arguments, mais comme ils parlaient tous à la fois, elle eut beaucoup de mal à comprendre exactement ce qu'ils disaient. Le bourreau déclara qu'il était impossible de couper une tête s'il n'y avait pas un corps dont on pût la séparer, qu'il n'avait jamais rien fait de semblable jusqu'à présent et qu'il n'allait sûrement pas commencer à son âge. Le roi déclarait que tout ce qui avait une tête pouvait être décapité et qu'il ne fallait pas raconter de bêtises. La reine déclarait que si on ne prenait pas une décision en un rien de temps, elle ferait exécuter tout le monde autour d'elle. Cette dernière remarque expliquait l'air grave et inquiet de l'assistance. Alice ne put trouver autre chose à dire que ceci. « Le chat appartient à la duchesse. C'est à elle que vous feriez mieux de vous adresser. » « Elle est en prison! Allez la chercher et amenez-la ici !» Sur ces mots, le bourreau fila comme une flèche. Dès qu'il fut parti, la tête du chat commença à s'évanouir. Avant que le bourreau ne fût revenu avec la duchesse, elle avait complètement disparu. Le roi et le bourreau se mirent à courir comme des fous dans tous les sens pour la retrouver, et le reste de l'assistance s'en alla reprendre la partie interrompue. Dans les chapitres 9 et 10, Alice fit la connaissance d'un griffon qui lui présenta la simili-tortue. La petite fille, en compagnie de ses nouveaux amis, était en train d'apprendre à chanter le quadrille du homard, quand elle entendit « Le procès est commencé !» Le griffon l'entraîna sans qu'elle sache de quel procès il s'agissait. Lorsqu'Alice et le griffon arrivèrent, le roi et la reine de cœur étaient assis sur leur trône, au milieu d'une grande foule composée de toutes sortes de petits animaux et de petits oiseaux, ainsi que toutes les cartes du jeu. Devant eux se trouvait le valet de cœur, chargé de chaînes, gardé par 2 soldats. Près du roi, on voyait le lapin blanc qui tenait une trompette d'une main et un rouleau de parchemin de l'autre. Au centre exact de l'enceinte où siégeait le tribunal se trouvait une table couverte d'un grand plat de tartes. Elles avaient l'air si bonnes qu'Alice eut très faim rien qu'à les regarder. « Je voudrais bien que le procès s'achève et qu'on fasse circuler les rafraîchissements. » Mais il semblait n'y avoir guère de chance que son vœu se réalisât. Aussi commença-t-elle à regarder tout autour d'elle pour passer le temps. Alice n'avait jamais pénétré dans une salle de tribunal, mais elle en avait lu diverses descriptions dans plusieurs livres, et elle fut toute heureuse de constater qu'elle savait le nom de presque tout ce qui s'y trouvait. Celui-là, c'est le juge, puisqu'il a une perruque. Il faut préciser que le juge était le roi. Comme il portait sa couronne par-dessus sa perruque, il avait l'air très mal à l'aise, et cet attirail était totalement dépourvu d'élégance. Ah, voici le banc du jury, et ces 12 créatures. Elle était obligée d'employer le mot « créature » car, voyez-vous, il y avait à la fois des animaux et des oiseaux. Je suppose que ce sont les jureurs. Elle se répéta ce dernier mot 2 ou 3 fois, très fière de le savoir, car elle pensait, à juste titre d'ailleurs, que très peu de petites filles de son âge en connaissaient la signification. Néanmoins, elle aurait pu tout aussi bien employer le mot « juré ». Les 12 jureurs étaient fort occupés à écrire sur des ardoises. Alice demanda au griffon « Que font-ils? Ils n'ont rien à écrire tant que le procès n'a pas commencé. »« Ils écrivent leur nom de peur de l'oublier avant la fin du procès. » »« Quels imbéciles !» Mais elle se tut vivement, car le lapin blanc cria « Silence !» tandis que le roi mettait ses lunettes et regardait anxieusement autour de lui pour voir qui se permettait de parler. Alice put voir, aussi distinctement que si elle avait regardé par-dessus leur épaule, que tous les jurés étaient en train d'écrire « Quels imbéciles !» sur leur ardoise, et que l'un d'eux, ne sachant pas orthographier « imbécile », était obligé de demander à son voisin de lui épeler le mot. « Il va y avoir un beau fouillis sur leur ardoise d'ici la fin du procès. » L'un d'eux avait un crayon qui grinçait. Naturellement, Alice ne put supporter cela. Elle fit le tour du tribunal, se glissa derrière le juré et eut vite trouvé l'occasion de lui subtiliser son crayon. Elle le fit si prestement que le pauvre petit juré, c'était Pierre le lézard, ne comprit absolument rien à ce qui s'était passé. Aussi, après avoir cherché partout son crayon, il fut obligé d'écrire avec un doigt pendant tout le temps que dura le procès, ce qui ne servait pas à grand-chose car le doigt ne laissait aucune trace sur l'ardoise. Héros,
lisez l'acte d'accusation. S'écria le roi. Sur ce, le lapin blanc sonna 3 fois de sa trompette, déroula le parchemin et lut ce qui suit. La reine de cœur ayant fait des tartes, par un beau jour d'été, le valet de cœur a volé ses tartes, et puis s'en est allé. Délibérez pour rendre votre verdict, Ordonna le roi au juré. Pas encore, protesta le lapin. Il y a beaucoup à faire avant d'en arriver là. Appelez le premier témoin. Aussitôt, le lapin blanc sonna 3 fois de la trompette et cria « Premier témoin !» Le premier témoin était le chapelier. Il entra, tenant d'une main une tasse de thé et de l'autre une tartine beurrée. Je demande pardon à votre majesté de me présenter ainsi, mais je n'avais pas tout à fait fini de prendre mon thé lorsqu'on est venu me chercher. Vous auriez dû avoir fini. Quand avez-vous commencé? Le chapelier regarda le lièvre de Mars qu'il avait suivi dans la salle du tribunal, bras dessus, bras dessous avec le Loir. Je crois que c'était le 14 mars. Le 15. Rectifia le lièvre de Mars. Le 16. Ajouta le Loir. Notez tout cela. Dit le roi au juré. Ceux-ci écrivirent avec ardeur les 3 dates sur leur ardoise. Puis ils les additionnèrent et convertirent le total en francs et en centimes. Ôtez votre chapeau. Ordonna le roi au chapelier. Il n'est pas à moi. Volez! S'exclama le roi en se tournant vers les jurés qui, immédiatement, prirent note du fait. Je n'ai aucun chapeau qui m'appartienne. Je les vends, je suis chapelier de mon métier. Sur ce, la reine mit ses lunettes, puis elle le regarda si fixement qu'il devint tout pâle et commença à s'agiter. Faites votre déposition et tâchez de vous calmer, sans quoi je vous fais exécuter sur le champ. Ceci n'eut pas l'air d'encourager du tout le témoin. Il continua à se dandiner d'un pied sur l'autre tout en jetant vers la reine des regards inquiets, et dans son désarroi, il prit une grosse bouchée de sa tasse au lieu de mordre dans sa tartine. Juste à ce moment, Alice éprouva une sensation très bizarre qui l'intrigua beaucoup jusqu'à ce qu'elle eût compris de quoi il s'agissait. Elle recommençait à grandir. Sa première idée fut de se lever et de quitter la salle du tribunal, mais à la réflexion, elle décida de rester où elle était tant qu'il y aurait assez de place pour elle. Je voudrais bien que tu ne me sers pas comme ça. Dit le Loir qui était assis à côté d'elle. C'est tout juste si je peux respirer. Ce n'est pas ma faute, je suis en train de grandir. Tu n'as absolument pas le droit de grandir, du moins pas ici. Ne dites donc pas de bêtises, vous savez bien que vous grandissez vous aussi. Oui, mais moi, je grandis à une vitesse raisonnable et pas de cette façon ridicule. Sur ces mots, il se leva d'un air fort maussade et alla s'installer à l'autre extrémité de la salle. Pendant tout ce temps-là, la reine n'avait pas cessé de regarder fixement le chapelier, et juste au moment où le Loir traversait la salle, elle ordonna à l'un des huissiers « Apportez-moi la liste des chanteurs du dernier concert !» Là-dessus, l'infortuné chapelier se mit à trembler si fort qu'il en perdit ses souliers. Faites votre déposition, sans quoi je vais vous faire exécuter, que vous ayez peur ou non. Je ne suis qu'un pauvre homme, votre majesté, et je n'avais pas encore commencé à prendre le thé, en tout cas pas depuis plus d'une semaine environ, et vu que d'une part les tartines devenaient de plus en plus minces, et que d'autre part le tintement du thé... Le tintement du quoi? Ça a commencé par un thé. Bien sûr que tintement commence par un thé. Me prenez-vous pour un âne batté? Continuez. Je ne suis qu'un pauvre homme. Et après ça, tout s'est mis à tinter. Mais le lièvre de Mars a dit que... C'est faux. Interrompit le lièvre de Mars très vivement. Tu l'as dit. Je le nie. Il le nie. Laissez ce sujet de côté. Soit. De toute façon, le Loir a dit... Le chapelier continuait en jetant autour de lui un regard inquiet pour voir si le Loir allait nier lui aussi. Mais il ne nia rien car il dormait profondément. Après cela, j'ai coupé d'autres tartines. Mais qu'est-ce qu'a dit le Loir? Demanda l'un des jurés. Je ne peux pas me le rappeler. Il faut absolument vous le rappeler, sans quoi je vais vous faire exécuter. Le pitoyable chapelier laissa tomber sa tasse et sa tartine et mit un genou en terre. Je ne suis qu'un pauvre homme, votre majesté. Vous êtes surtout un bien pauvre orateur. À ces mots, un des cochons d'Inde applaudit et fut immédiatement étouffé par les huissiers. Comme cela peut paraître difficile à comprendre, je vais vous expliquer comment ils procédèrent.
Ils avaient un grand sac de toile dont on fermait l'ouverture par des ficelles. Ils y fourrèrent le cochon d'Inde, la tête la première, puis ils s'assirent sur lui. Je suis bien contente d'avoir vu ça. J'ai lu très souvent dans les journaux à la fin du compte-rendu d'un procès, il y a eu une tentative d'applaudissement qui fut immédiatement étouffée par les huissiers. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'avais jamais compris ce que ça voulait dire. Si c'est tout ce que vous savez de cette affaire, vous pouvez descendre. Je ne peux pas aller plus bas, je suis déjà sur le plancher. Alors asseyez-vous. À ces mots, le second cochon d'Inde applaudit et fut aussitôt étouffé. Bon, nous voilà débarrassés des cochons d'Inde. À présent, ça va aller mieux. Je préférerais finir mon thé. Répondit le chapelier en jetant un regard inquiet à la reine qui était en train de lire la liste des chanteurs. Vous pouvez vous retirer. Là-dessus, le chapelier partit en toute hâte, sans même prendre la peine de remettre ses souliers. Et ne manquez pas de lui couper la tête dès qu'il sera dehors. Ajouta la reine à l'adresse d'un des huissiers. Mais le chapelier avait disparu avant même que l'huissier fût arrivé à la porte. Appelez le témoin suivant. Le témoin suivant était la cuisinière de la duchesse. Elle portait à la main sa boîte de poivre, et Alice devina ce qui allait arriver, avant même qu'elle ne pénétrât dans la salle, lorsque les gens qui se trouvaient près de la porte commencèrent à éternuer tous à la fois. « Faites votre déposition !» Je refuse. Répliqua la cuisinière. Le roi jeta un regard inquiet au lapin blanc qui murmura à son oreille. « Il faut absolument que votre majesté fasse subir un contre-interrogatoire à ce témoin. » Allons, puisqu'il le faut. Ensuite, après avoir croisé les bras et froncé les sourcils à un tel point qu'on ne voyait presque plus les yeux, il demanda à la cuisinière d'une voix caverneuse. « Avec quoi fait-on les tartes ?» Avec du poivre, presque toujours. Avec de la mélasse. Murmura derrière elle une voix endormie. Prenez ce loir au collet. Coupez la tête à ce loir. Expulsez ce loir. Étouffez-le. Pincez-le. Coupez-lui les moustaches. Hurla la reine. Pendant les quelques minutes nécessaires à l'expulsion du coupable, le plus grand désordre régna dans la salle du tribunal, et quand tout le monde eut regagné sa place, la cuisinière avait disparu. Le roi dit d'un air très soulagé. « Peu importe. Appelez le témoin suivant. » Et il ajouta à voix basse à l'adresse de la reine. « Vraiment, ma chère amie, c'est à vous de faire subir un contre-interrogatoire au témoin suivant. Ça me donne une telle migraine. » Alice regardait le lapin blanc chercher nerveusement ce qui serait le témoin suivant. Car jusqu'à présent, ils n'ont pas beaucoup de preuves. Imaginez sa surprise lorsque le lapin blanc cria très fort de sa petite voix aiguë. « Alice !» Alice, appelée à la barre, continuait de grandir. Et pour la 20e fois de la journée, le roi ordonna « Que les jurés délibèrent pour rendre leur verdict. » Non, non. La sentence d'abord, la délibération ensuite. C'est stupide. En voilà une idée. Taisez-vous. Je ne me tairai pas. Mais qu'on lui coupe la tête. Personne ne bougea. Qui fait attention à vous? Vous n'êtes qu'un jeu de cartes. Alice avait maintenant retrouvé sa taille normale. À ces mots, toutes les cartes montèrent dans l'air et lui retombèrent dessus. Elle poussa un petit cri de colère et de frayeur, essaya de les repousser avec ses mains, et se retrouva couchée sur le talus, la tête sur les genoux de sa sœur, et qui enlevait doucement de son visage quelques feuilles mortes tombées des arbres. Alice, ma chérie, réveille-toi. Comme tu as dormi longtemps. Lui dit sa sœur. Oh, quel rêve bizarre je viens de faire. Et elle se mit à raconter, autant qu'elle pouvait se les rappeler, toutes les étranges aventures que vous venez de lire. Lorsqu'elle eut fini, sa sœur l'embrassa et dit « C'était vraiment un rêve très bizarre, ma chérie. Mais à présent, rentre vite à la maison pour prendre ton thé. Il commence à se faire tard. » Alice se leva et s'en alla en courant, tout en réfléchissant de son mieux au rêve merveilleux qu'elle venait de faire. Mais sa sœur resta assise sans bouger à l'endroit où sa cadette l'avait laissée, la tête appuyée sur une main, regardant le soleil se coucher, songeant à Alice et à ses merveilleuses aventures, jusqu'à ce qu'elle aussi se mit à rêver tout éveillée.
Et voici quel fut son rêve. D'abord, elle rêva de la petite Alice. De nouveau, les petites mains furent croisées sur ses genoux, et les yeux avides et brillants furent fixés sur les siens. Elle crut entendre le timbre même de sa voix. Elle crut voir le petit mouvement de sa tête rejetée en arrière pour écarter les cheveux qui avaient la fâcheuse habitude de lui tomber sur les yeux. Et tandis qu'elle écoutait, ou croyait écouter, il lui sembla voir s'agiter autour d'elle les créatures bizarres du rêve de sa petite sœur. Les longues herbes se mirent à bruire à ses pieds, tandis que le lapin blanc passait en hâte. La souris, effrayée, traversa la mare voisine avec un léger clapotis. Elle entendit le bruit des tasses sattées du lièvre de Mars et de ses amis, éternellement attablés devant leur éternel goûter, et la voix aiguë de la reine ordonnant l'exécution de ses malheureux invités. Une fois encore, le bébé cochon éternua sur les genoux de la duchesse, tandis que plats et assiettes s'écrasaient autour de lui. Une fois encore, le cri du griffon, le grincement du crayon sur l'ardoise du lézard, les faibles soupirs des cochons d'Inde étouffés remplirent l'espace, mêlés aux sanglots lointains de l'infortuné simili-tortue. Elle resta ainsi, les yeux fermés, croyant presque être au pays des merveilles, tout en sachant fort bien qu'il lui suffirait de les rouvrir pour retrouver la terne réalité. L'herbe ne bruirait plus qu'au souffle du vent, et seul le balancement des tiges des roseaux ferait naître des rides à la surface de la mare. Le tintement des tasses sattées deviendrait le tintement des clochettes des moutons. Les cris aigus de la reine ne seraient plus que la voix du petit berger. Les éternuements du bébé, les cris du griffon et tous les autres bruits étranges se transformeraient, elle ne le savait que trop, en la rumeur confuse qui montait de la basse-cour, tandis que les meuglements lointains du bétail remplaceraient les lourds sanglots de la simili-tortue. Finalement, elle se représenta cette même petite sœur devenue femme. Elle était certaine que, dans les années à venir, Alice garderait son cœur d'enfant, si aimant et si simple. Elle rassemblerait autour d'elle d'autres petits-enfants, ses enfants à elle, et ce seraient leurs yeux, à eux, qui deviendraient brillants et avides en écoutant maintes histoires extraordinaires, peut-être même cet ancien rêve du pays des merveilles. Elle partagerait tout leur simple chagrin et prendrait plaisir à toute leur simple joie, en se rappelant sa propre enfance et les heureuses journées d'été.